Avant l'article 22, deux amendements identiques, le 63, qui le défend? Oui, je vous en prie. Oui, Monsieur le Président, cet amendement propose que sans l'accord explicite de l'ensemble des communes concernées, l'implantation d'un parc éolien ne peut avoir lieu. En effet, les maires se sentent souvent démunis face à l'implantation d'éoliennes qui rencontrent de plus en plus d'opposition de la part de leurs administrés. Aujourd'hui, leur avis n'est plus que consultatif, ce qui n'est pas acceptable car ils sont aménageurs du territoire et doivent avoir un rôle décisionnel sur tout projet de construction, c'est-à-dire définir les conditions acceptables pour les citoyens et positives pour le territoire. Je vous remercie. Merci. Et le 822, qui le présente? Oui, je vous en prie. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. L'objet de cet amendement est de renforcer le rôle des élus locaux et des populations sur tous les projets éoliens, en convergence à ce qui vient d'être rappelé par notre collègue. Il faut bien reconnaître que durant ces dernières années, voire ces dernières semaines encore, la multiplication de ces installations d'électricité pose de sérieux problèmes, génère parfois d'ailleurs des conflits et des incompréhensions. Or, la qualité de leur implantation dépend de la qualité de la concertation et dépend aussi de l'acceptation par ces populations et les élus des projets en question. Donc l'objectif est encore une fois de renforcer le rôle de ces élus locaux dans l'implantation des éoliennes afin de rendre au fond leur avis plus déterminant quand il s'agit d'opérer ces choix. Merci. Merci. Avis de la Commission sur... Madame. Oui, merci Monsieur le Président. Ces deux amendements identiques visent à renforcer les pouvoirs de contrôle des élus locaux sur les décisions d'implantation d'éoliennes. Sur l'objectif, je suis en accord avec les amendements. Toutefois, je vous proposerai plutôt d'adopter un autre amendement que l'on verra un tout petit peu plus tard, qui est l'amendement 860 de M. Courtial, qui institue un droit de veto de la commune pour l'ensemble des projets et pas uniquement ceux soumis à une enquête publique. L'amendement 860 me semble satisfaire l'objectif porté par ces deux amendements identiques d'une manière encore plus large et opérante. Je vous propose donc le retrait de ces amendements au profit du 860, autrement l'avis sera défavorable. Avis du gouvernement sur ces deux amendements identiques, Madame la Ministre. Oui, merci Monsieur le Président. C'est un avis défavorable. Sur cette question des implantations d'éoliennes, on voit bien les débats qui ont lieu, sur lesquels je suis absolument convaincue que nous devons remettre un petit peu de raison et un peu moins de passion, dans la mesure où on ne peut pas débattre sérieusement d'un sujet en se fondant sur des faits qui sont inexacts ou sur des sentiments. C'est trop important. Il s'agit de notre politique énergétique globale. C'est pourquoi nous avons en ce moment des mesures qui sont en train d'être prises. D'abord pour favoriser l'acceptabilité des éoliennes dans certains endroits. Il y a des endroits notamment où il y avait des problèmes sur la luminosité, sur le balisage des éoliennes. Il y avait à une époque... C'est bien terminé maintenant, un problème des socles des éoliennes, par exemple, qui restait dans la terre, qu'il n'y avait pas d'obligation d'enlever. Maintenant, évidemment, quand il y a du repowering, on enlève les socles des éoliennes. Il y a aussi des obligations de recyclage, etc., à l'inverse de beaucoup de choses qu'on peut entendre. Néanmoins, il y a eu des lieux où il a pu y avoir, à juste titre, un sentiment d'encerclement parce qu'il n'y avait pas eu suffisamment de concertation sur l'implantation de ces éoliennes. On tire des leçons de cela pour essayer de concilier, comme il faut toujours essayer de le faire, nos impératifs, et j'insiste bien sur nos impératifs d'évolution de notre mix électrique et de développement de l'électricité en France. Nous avons des besoins et aussi des impératifs de préserver notre patrimoine et notamment notre patrimoine culturel, mais aussi notre patrimoine naturel, c'est-à-dire la biodiversité à laquelle je suis particulièrement attachée. Pour faire cela, il y a une méthode. La méthode, c'est d'abord de faire une cartographie. Les préfets ont reçu une circulaire qui leur demande d'établir une cartographie des lieux où on peut faire. Je prends un peu de temps pour répondre, je serai beaucoup plus rapide après pour les autres, mais comme ça je mets le cadre. Une cartographie dans chaque département pour qu'on sache là
où il est possible de mettre des éoliennes et là où il n'est pas possible d'en mettre, pour des raisons variées, mais cumulatives, bien sûr, que ce soit d'abord, évidemment, là où il y a du vent, et parce que ça ne sert à rien de mettre des éoliennes là où il n'y a pas de vent. Là où il n'y a pas de radars, notamment les radars militaires, on a un sujet sur la question de ces radars militaires. Là où il n'y a pas de problème avec l'aérien, là où il n'y a pas aussi de problème de biodiversité identifiés, des couloirs, par exemple, de migration d'oiseaux ou des endroits où il y a notamment des chauves-souris. On sait que les chauves-souris sont très perturbées par des éoliennes, mais aussi des éléments de patrimoine remarquables que nous souhaitons préserver. Bref, tous ces éléments vont permettre d'établir une cartographie assez précise qui sera une aide à la décision pour tout un chacun. Ensuite, et c'est l'objet de mesures qui sont présentées dans ce projet de loi, il va y avoir une déclinaison par région de nos objectifs de programmation pluriannuelle de l'énergie. Pourquoi ? Parce que la programmation pluriannuelle de l'énergie nous donne des objectifs par type d'énergie, mais ne définit pas du tout comment ces objectifs se mettent en place sur les territoires. Et donc, ça crée un problème tout simple. C'est que, quelque part, c'est ce que me disait mon papa, il disait, c'est pas en lançant en l'air l'alphabet que va retomber une Bible, en fait. Donc, c'est bien, il faut bien, à un moment, donner une méthode pour qu'on puisse respecter nos propres engagements. Ça permet aussi à chaque région de prendre sa part à l'effort collectif, puisque c'est une programmation qui concerne notre pays tout entier. Il n'y a pas de raison que certaines régions prennent une grosse part de l'effort et d'autres moins. C'est normal qu'il y ait une répartition. Et donc, à partir du moment où nous aurons cette cartographie et où nous aurons les objectifs région par région, ce sera plus facile après de déterminer en coopération, en concertation avec les uns et les autres, là où il faut mettre des éoliennes et là où il ne faut pas en mettre. Et ça permettra aussi de donner une visibilité dans le temps. Il n'y aura plus ce sentiment que peuvent ressentir certains de nos concitoyens d'avoir des éoliennes qui poussent sans trop comprendre d'où ça vient, comment, et puis est-ce qu'il va encore y en avoir d'autres après. Non, ce sera plus clair. Je crois que c'est ça qui est important, donner de la visibilité, concerter, pouvoir avancer. Et puis, on a aussi des éléments d'aide fiscale qui sont permises. Et puis, dernier point, je suis très attentive à ce qu'on puisse aussi développer la participation citoyenne au développement des énergies renouvelables. Là où ça se passe en France, ça marche très bien. C'est-à-dire, en fait, nous avons des habitants qui investissent en fait dans l'éolienne qui est près de chez eux et donc qui perçoivent des revenus quand l'éolienne fonctionne. C'est plus intéressant que le livret A et ça permet en plus d'avoir une participation et de pouvoir retirer des bénéfices de cette source d'énergie qui est près de chez eux. Bref, c'est tout ça qu'il faut développer. Quand on dit qu'il va y avoir des communes qui vont pouvoir mettre des droits de veto, je dis attention, parce que ça veut dire aujourd'hui, il n'y a que 20% du territoire français qui peut recevoir des éoliennes. C'est aussi ça le problème. Moi, j'essaye d'agrandir ce périmètre parce que du coup, c'est normal que quand on n'a que 20%, il puisse y avoir des endroits où on a le sentiment d'être encerclé. Donc, on essaye de trouver la bonne mesure dans tout ça. Si on donne des droits de veto, ça veut dire que quelque part, on n'incite pas à cette concertation et au fait qu'on trouve des solutions ensemble. Un droit de veto, ça peut entraîner... Alors, dans certains endroits, ça va bien se passer, mais dans d'autres endroits, ça peut entraîner tout simplement du NIMBY, c'est-à-dire pas chez moi. Moi, je veux bien avoir de l'électricité, mais en gros, pas chez moi. Et le problème, on l'a avec les éoliennes, on l'aura après avec les panneaux photovoltaïques, on l'aura avec la méthanisation. Et puis, si tout ça fait qu'à la fin, plus personne ne veut avoir d'éoliennes, on va l'avoir parce que reconstruire toutes les centrales nucléaires qu'il faudrait pour faire face à nos besoins dans 30 ans, je pense qu'on va aussi avoir des problèmes d'acceptabilité. Donc je crois qu'à un moment, il faut qu'on soit tous raisonnables et qu'on essaye d'avancer. C'est pourquoi je crois que, d'une manière ou d'une autre, donner un droit de veto, c'est toujours un danger et qui empêche la concertation. Voilà pourquoi je suis défavorable aux amendements qui mettent en place des droits de veto, quelle que soit leur forme. Je préfère la concertation, donc c'est un avis défavorable à cet amendement et donc au suivant, ça ira beaucoup plus vite. Monsieur Lahellec.
Merci, Monsieur le Président. Après avoir entendu le débat et les propositions qui sont venues là, je propose également que nous retirions l'amendement. Monsieur Houllegatte, les deux amendements étant retirés, il n'y a plus d'explication de vote sur les amendements. Avant l'article 22, le 823, Monsieur Gay, il est retiré. Avant l'article 22, justement, le 860 de Monsieur Courcial, c'est Monsieur Étienne Blanc, cette fois-ci c'est votre tour. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'actuellement, l'implantation des éoliennes pose un problème majeur, un problème d'acceptabilité, ça a été dit et ça a été répété. Peut-être parce que lorsque l'on a décidé de cette stratégie éolienne, on n'a pas suffisamment expliqué qu'il y avait une pollution lumineuse, qu'il y avait une pollution sonore, qu'il y avait un impact sur les couloirs de migration des oiseaux et que dans le calcul de l'amortissement des installations, on n'avait pas suffisamment pris en compte le recyclage de l'éolienne elle-même, mais aussi le recyclage du béton. Alors, ce problème d'acceptabilité, c'est ce pourquoi l'amendement que je présente avec un certain nombre de collègues a été déposé. Il s'agit de quoi ? D'abord, il s'agit de mieux établir la concertation et la consultation. Avant le dépôt de l'autorisation environnementale, le dossier doit être remis à la commune d'implantation et à son maire. Nous avons mis un délai de 1 mois, de manière à ce que le maire, le conseil municipal, les associations et évidemment les habitants, que le maire puisse consulter, préparer le dossier, le comprendre, poser des questions, éventuellement recourir aux services de l'État pour comprendre tous les tenants et les aboutissants des conséquences de l'installation de l'éolienne. C'est le premier item de cet amendement. Et le second, oui, effectivement, c'est bien de donner un droit de veto à la commune. Il faut que ce soit le conseil municipal qui délibère. Et évidemment, qui mieux qu'un conseil municipal dans une commune peut prendre une décision de cette nature? Car enfin, mes chers collègues, c'est quand même bien curieux. Quand il s'agit d'éoliennes, on ne veut pas que la commune donne son avis, on ne veut pas qu'elle délibère, on veut encore moins un droit de veto. Alors que vous-même, sur d'autres équipements, on va évidemment parler du nucléaire, mais on peut parler de bien d'autres. Vous dites à l'envi et vous répétez qu'il faut absolument une démocratie renforcée, qu'il faut consulter de plus et qu'il faut évidemment que les conseils municipaux soient mieux associés. Alors on ne peut pas être pour une consultation quand il s'agit du nucléaire et on ne peut pas être contre une consultation quand il s'agit de l'éolien. Il faut être cohérent. Et la cohérence, c'est de donner le pouvoir au conseil municipal. Très bien. Avis de la commission, Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement répond à une demande très forte de la part des élus locaux, vous l'avez rappelé, qui sont souvent démunis face à l'implantation de parcs éoliens sur leur territoire, malgré le rôle fondamental qu'ils jouent en matière d'aménagement. Les maires réclament davantage de visibilité, mais aussi la possibilité de jouer un rôle décisif dans ces projets d'implantation. Je note que s'agissant de l'information des communes concernées, un régime existe déjà à l'article L. 181-28-2 du Code de l'environnement, qui a d'ailleurs été introduit au Sénat par un amendement au projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de l'action publique, dite loi Pacte, en 2020. Le périmètre n'est toutefois pas tout à fait identique à celui proposé par l'amendement, puisque l'article que je viens de citer prévoit une information de l'ensemble des communes limitrophes. Nous pourrons peut-être retravailler la rédaction en CMP afin de clarifier le régime d'information des communes. Et l'avis est favorable. Et je remercie les collègues qui ont retiré leur amendement au profit de celui-ci. Merci, Madame la rapporteure. Madame la ministre, l'avis du gouvernement. L'avis du gouvernement, Monsieur le Président, reste le même. Ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on se perde dans des débats qui sont des débats qui ne sont pas à la hauteur de l'enjeu. Et je vous renvoie à un article que j'ai trouvé très intéressant ce matin dans Les Échos, qui était une interview, un entretien avec le président de la Commission de régulation de l'énergie, qui est quelqu'un qui connaît très très bien ces sujets et qui pose les débats très simplement. Il nous dit, en gros, à l'horizon 2050, puisqu'une politique énergétique c'est long,
Vous le savez bien. À l'horizon 2050, tous nos réacteurs nucléaires se seront arrêtés. Nous ne sommes pas en capacité de construire 62 gigawatts de nucléaire, que ce soit pour des raisons industrielles, mais aussi d'acceptabilité, parce qu'on aura le même problème. Sauf que, par contre, il n'y a pas de moratoire dans le droit sur des conseils municipaux sur des centrales nucléaires. Sur le plan économique, les énergies renouvelables atteignent aussi le même niveau de prix que l'électricité nucléaire historique. On aurait tort de s'en priver. Il faut donc doucement baisser la part du nucléaire et trouver des substituts. Le premier substitut au nucléaire étant bien sûr, comme l'a dit monsieur le sénateur tout à l'heure, c'est la maîtrise de la consommation grâce à l'efficacité énergétique croissante. Mais attention, au global, la consommation d'électricité va augmenter car nous devons décarboner le transport et le chauffage. Le deuxième volet, c'est la flexibilité des réseaux. Je ne m'étends pas plus. Pourquoi l'éolien est-il incontournable ? Parce que toutes les énergies renouvelables ne se valent pas. L'hydrogène est aujourd'hui hors de prix, l'hydrolien également, et on ne disposera pas assez de gaz vert pour décarboner le gaz et produire de l'électricité. Il nous faut donc faire du solaire et de l'éolien. Le solaire est bon marché, mais prend beaucoup de place. Pour construire l'équivalent d'un réacteur nucléaire EPR, il faudrait disposer des panneaux photovoltaïques sur l'équivalent de 7500 terrains de football. Nous allons continuer à chercher de l'espace et poursuivre la recherche pour augmenter la productivité, mais le solaire ne suffira pas seul. Il nous faut donc absolument développer l'éolien. La France a 5 fois moins d'éoliennes au kilomètre carré que l'Allemagne. 3,3 fois moins que le Danemark. Il y a encore de la place. Il faut que chacun fasse un effort. Je vous invite à lire le reste de l'article qui est très intéressant. Donc, à partir de ce moment-là, nous devons décliner. Nous sommes sur des objectifs d'intérêt national. Ces objectifs d'intérêt national, ils sont délimités dans la programmation pluriannuelle de l'énergie pour laquelle il y a une remise à jour. Je ne sais plus tout à l'heure qui a dit que, oui, mais on a pris des décisions il y a déjà un certain temps, les choses évoluent, etc. Et c'est pour ça qu'il y a une remise à jour et que les parlementaires ont obtenu, à l'Assemblée nationale, nous nous étions battus pour ça, pour que ces remises à jour se fassent au niveau du Parlement, que le Parlement français ait le droit de voter les programmations pluriannuelles de l'énergie. À partir du moment où nous votons ces programmations pluriannuelles, il faut, en tant que parlementaire, vous, en l'occurrence, que vous ayez à cœur, ce qui me paraît quand même la base, c'est que ce que vous votiez puisse être appliqué et qu'on puisse l'appliquer sur les territoires. Et il ne faut pas qu'on se mette sur les territoires des verrous qui vont faire que ce sera impossible d'appliquer les politiques qui sont votées par la représentation nationale. Et c'est en ça qu'il faut qu'on trouve la conciliation entre ce qu'on doit mettre en place et ce qu'on met en place sur les territoires. Une cartographie, c'est la reprise des zones de développement éolien qui était demandée par tout le monde. Donc la cartographie, c'est ça qu'il faut faire. Et ensuite, il faut faire de la concertation. À chaque fois qu'on met un verrou, on met vraiment une pierre dans notre propre jardin. Voilà pourquoi je suis défavorable. Bien. Monsieur Dantec. Oui. Madame la ministre l'a dit, même en imaginant que l'EPR fonctionne à un prix raisonnable, ce qui est quand même très très loin d'être démontré, on ne peut pas réussir la transition énergétique, le développement de la mobilité électrique sans l'éolien terrestre. Ce n'est pas possible, ce sont les scénarios de RTE qui ont été présentés la semaine dernière. Ce que vous êtes... Non, il n'y a aucun scénario, parce qu'à un moment, il faut être un peu sérieux et pas sortir des arguments faux. Il faut regarder un peu les chiffres. Il n'y a aucun scénario de RTE qui passe sans l'éolien terrestre. Ce que vous êtes en train de faire en participant à des oppositions réelles et que personne ne conteste, c'est en fait en train de préparer le fait que nous allons acheter notre électricité ailleurs. Que le câble irlandais qui arrive, le fait qu'Engie, Sophie Primas, on a quand même beaucoup regardé ce qu'a fait Engie en vendant Suez. Engie avait besoin de ces milliards-là pour investir massivement dans les énergies renouvelables et en premier lieu dans l'éolien. Si ce n'est pas possible en France, ça sera fait ailleurs. Votre proposition me semble totalement décliniste d'un pays qui n'assume plus ses stratégies, qui tourne le dos à son histoire gaulliste, qui est incapable d'avoir une politique nationale, avec des élus qui sont totalement perdus et qui vont dans le sens du vent et de ce qu'il semble être... Et oui, je le dis.
Je le dis. Et moi, je crois qu'un pays a besoin d'une stratégie énergétique. Là, il n'y en a plus. Dernier point. Votre truc est quand même sacrément dangereux. Parce que si une commune qui fait ses calculs en disant en termes d'IFR, en termes de retombées, je suis quand même preneur, elle va donc décider pour tout le grand périmètre autour. Et vous croyez qu'on crée vraiment de la cohésion territoriale avec ces logiques-là? C'est impossible. Et on reparlera ensuite de référendums qui ne sont pas la bonne maille. Je rappelle que les plus concernés, quand on resserre le périmètre sur Notre-Dame-des-Landes, c'est le non qui l'a emporté. Bon, j'ai encore un certain nombre d'orateurs. Je ne suis pas sûr qu'on puisse voter avant la levée de séance. Mais vous le reprendrez demain matin. Hein. Allez, on a le problème. Aucun problème d'ailleurs. Pour moi, je ne suis pas là demain matin. Monsieur Salmon. Aucun problème. Merci, Monsieur le Président. Alors, moi, je ne suis pas un admirateur béat des éoliennes. Effectivement, chacun peut avoir son avis sur le paysage. Et c'est indéniable qu'une éolienne dans le paysage, ça ne passe pas inaperçu, surtout quand on est dans un paysage très ouvert d'open field. Quand on a du bocage, déjà, ça se voit moins. Mais vous parlez d'incohérence, mais non, nous avons une cohérence. Nous avons des objectifs. Nous voulons nous passer du fossile et du fissible. Et nous avons donc les moyens pour y arriver. Nous avons des programmes d'énergie renouvelable qui nous permettent d'y arriver dès 2050. Ceci est possible, ce ne sont pas des élucubrations. Après, il faut prendre les moyens, effectivement. Et l'éolienne, c'est un moyen de produire responsable. Alors, on me parle de recyclage, c'est amusant quand même. Il y a beaucoup de gens qui ne se sont pas posé beaucoup de questions sur le recyclage des déchets nucléaires. Là, vraiment, écoutez, je suis content de vous entendre parler de recyclage. On me parle des communes, effectivement. Lorsqu'on entend des constructions de rocades, des constructions de 4 voies, si chaque commune avait dû dire « ben non, moi, ma 4 voies, elle ne passe pas dans ma commune », je pense que la continuité n'aurait pas été exceptionnelle en France. Donc, un peu de cohérence. La cohérence, je pense qu'elle est complètement de notre côté. Et à un moment, il faut regarder l'avenir en face. Effectivement, une éolienne, je vous le disais tout à l'heure, en 8 mois, elle a racheté sa dette énergétique. Aucune source d'énergie en fait autant. Ensuite, une éolienne, ça se monte en quelques jours. Et ça se démontera en quelques jours. Et il n'en restera rien. C'est une question de responsabilité pour les générations futures, pour nos enfants. Admettons que dans le paysage, ça nous gêne aujourd'hui. À un moment, il faut se dire, est-ce que demain, je pourrais me passer des éoliennes ? Peut-être, on trouvera peut-être autre chose, avec beaucoup de sobriété et peut-être de nouvelles rencontres scientifiques. Et à ce moment-là, on démontera les éoliennes qui ne coûtent rien en démantèlement parce qu'elles sont faites avec des matériaux, pour une grande partie très nobles, comme le cuivre, qui, rien qu'à lui tout seul, paye le démantèlement de l'éolienne. Je peux assumer qu'on ne dit pas la même chose du nucléaire. Donc, un peu de cohérence, et la cohérence, je l'affirme, elle est de notre côté. Eh bien, Monsieur Houllegatte. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. On s'aperçoit à travers ce débat qu'il n'y a pas de système énergétique parfait et que chacun a ses contraintes. Et je crois qu'il faut qu'on puisse l'admettre. Donc, il va falloir qu'à travers ces contraintes, on trouve le chemin qui nous permette, nous, de satisfaire par rapport aux besoins et notamment par rapport aux objectifs de la PPE. En ce qui concerne l'éolien terrestre, il faut savoir qu'on a à peu près entre 6500 et 7000 éoliennes en ce moment et il va falloir qu'on multiplie par 2 le nombre d'éoliennes. Donc il va falloir qu'on trouve, entre guillemets, des sites qui vont pouvoir accueillir ce doublement du nombre d'éoliennes. Je voudrais signaler également qu'il ne faut pas qu'il y ait une confusion parce qu'entre la puissance installée d'une éolienne terrestre, je parle bien d'une éolienne terrestre, et son rendement, le rendement, il est de 20% parce qu'il n'y a pas toujours du vent. Alors qu'en éolien offshore, on va arriver à des rendements qui sont des rendements de 67%. Donc il y a quand même une différence. Alors ensuite,
Quelle est la bonne méthode? Et je voudrais aussi ouvrir une petite parenthèse. Le scénario 100% renouvelable tel qu'il a été élaboré par RTE, ce n'est pas non plus le scénario idéal. Parce que lui, il a d'énormes contraintes. Il a des contraintes par rapport à l'intermittence. Et la résolution de l'intermittence va faire, je suis désolé de le dire, mais qu'on va devoir rénover complètement le réseau de distribution et on va mettre des centaines de kilomètres de lignes haute tension pour pouvoir équilibrer les réseaux. Il faut qu'on le sache, Alors après, comment faire? Moi, je pense que la bonne méthode, c'est un peu... oui, Madame la Ministre, c'est ce qui est en train de se faire et de se dessiner à travers le projet de loi que nous examinons. Une cartographie avec des objectifs régionaux. Et puis, les préfets ont reçu mission également d'identifier. Moi, je suis tout à fait satisfait de ce qui se passe en matière d'éolien offshore, où on essaie de trouver un consensus autour de ce qu'on appelle des zones de moins de contraintes. Et c'est à travers ces zones de moins de contraintes qu'on arrive, par le débat public, par la concertation, par le dialogue avec les maires, avec l'ensemble des acteurs, à trouver, entre guillemets, les meilleures solutions. Et je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure. Il faut être extrêmement vigilant, il faut laisser la planification faire et ne pas faire en sorte que ce soit le privé qui impose ces sites et qui le fait souvent avec une concertation un peu malsaine avec les maires. Monsieur Piednoir. Monsieur le Président, je sais qu'il est tard, vous nous avez invités à la sobriété en termes de prise de parole, mais il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer sans réagir un minimum, messieurs et chers collègues, parce que c'est un peu à front renversé quand on entend parler de stratégie en termes énergétiques, de politique énergétique pour notre pays, qu'on invoque le général de Gaulle, qui a été le pionnier pour le nucléaire, qu'on a laissé pendant des années des lobbies antinucléaires démanteler toute cette filière, qu'on est en train de nous expliquer aujourd'hui qu'il n'y aurait pas moyen que la Convention citoyenne, c'est formidable, le tirage au sort de gens au hasard qui n'ont aucune compétence à la base, c'est pas moi qui le dis, ça a été publié partout, qu'on promeut comme ça la démocratie participative et par contre la démocratie représentative, ça n'existe pas. De quoi parlons-nous aujourd'hui? C'est de donner la possibilité aux conseils municipaux de se saisir d'un sujet qui concerne leur territoire. Vous êtes en train de nous expliquer, monsieur Dantec, qu'aucun maire de France ne serait capable de convaincre ses concitoyens, ses conseillers municipaux d'abord, qu'un projet éolien est bien fondé sur sa ville. Aucun maire de France ne serait capable de faire ça. C'est inquiétant, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'extrêmement puissant qui se passe dans notre pays. Vous masquez cette réalité-là. Moi, je préfère qu'il y ait une consultation sur cette base-là, plutôt que des acharnés qui bloquent des projets comme Notre-Dame-des-Landes. Très bien. Oh, allez, on se calme. C'est pas la peine de vous traiter de quoi que ce soit. C'est pas mieux et pas pire des deux côtés. Allez. La parole est à la présidente Prima. Merci de rester calme. Ne vous invectivez pas, ça ne sert à rien. Madame la présidente Prima est elle seule à la parole. Pour une fois. Mes chers collègues, on est en train d'avoir un débat un petit peu surréaliste ce soir. Merci Ronan. Et j'essaye de calmer les choses. Nous ne sommes pas des anti-éoliens. Voilà. Comme j'espère que vous n'êtes pas des anti-nucléaires. Bon. Voilà. Il faut un équilibre dans les choses. Et dans la programmation de l'énergie, il y a de tout. Il y a de 50% d'énergie nucléaire et il y a d'autres énergies alternatives, bas carbone et renouvelables. Il y a l'ensemble de ces énergies. Alors, qu'est-ce que veulent dire ces amendements en réalité? Depuis tout à l'heure, ça fait 1 heure qu'on a une discussion là-dessus. Simplement qu'il y a un problème d'implantation et on peut être d'accord là-dessus. Il y a des problèmes d'implantation. On a dans le département des Yvelines, je me tourne vers Marcolette Toine-Bourrat, ce qu'on appelle la petite Beauce. Sur la petite Beauce, on poussait des éoliennes sans que personne ne soit au courant. Donc, il y a un problème de programmation, donc il y a un problème de concertation, donc ça met les élus locaux en porte-à-faux. Donc, qu'il y ait une carte qui soit élaborée
moi j'aimerais bien qu'elle soit élaborée avec les élus locaux plutôt que directement par les préfets. J'aimerais bien que les préfets prennent à tâche des élus locaux et singulièrement peut-être que la bonne maille, c'est l'échelle des SCOT ou c'est l'échelle des EPCI d'ailleurs. C'est peut-être pas nécessairement l'échelle de la commune. Et qu'on travaille en effet sur des applications et que les maires, que les élus qui sont volontaires pour faire des choses quelquefois un peu difficiles dans leur commune, eh bien, ils puissent travailler à un schéma d'implantation, qu'ils le travaillent en concertation avec leur population et ainsi qu'on arrive à l'aboutissement de l'installation d'éoliennes sans recours. Parce que, mon Dieu, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? On voit des recours dans tous les sens et finalement, on n'avance pas, chers collègues. On n'avance pas et on n'avance pas aussi vite. Donc voilà, moi, je ne suis pas choquée qu'on fasse ici de la participation représentative, qu'on donne ce mandat aux élus locaux de travailler avec l'État, avec le gouvernement, dans le cadre d'une trajectoire, avec leur population. Ils sont là pour ça, ils ont été élus pour ça, ils en ont la responsabilité, ils en ont le devoir. Voilà, donc c'est ça ce que veut dire ces amendements. Merci. La parole est à Monsieur Gay. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. On a un débat extrêmement intéressant, mais j'ai un peu de mal à m'y inscrire. Parce que pour moi, il y a plusieurs problèmes dans ce qu'on soulève. Mais on en évite beaucoup. Moi, par exemple, sur la question des éoliennes, je n'ai rien dit tout à l'heure. Mais le principal problème que nous avons, c'est qu'aujourd'hui, enfin depuis un moment, nous laissons la part belle au privé pour décider là où elle implante, non pas pour alimenter le réseau électrique et répondre aux besoins des usagers, à son unique but de faire du profit et là où il peut être le plus rentable. C'est ça la question. Moi, si c'est l'intérêt général, voilà. Mais ça demande une maîtrise publique, de l'aménagement du territoire, j'entendais tout à l'heure une planification, je m'y inscris, et c'était ça la force du modèle français pendant très longtemps, y compris qu'on parle de Gaulle, etc. C'était une entreprise publique qui avait un monopole public et qui construisait des productions en complémentarité, le nucléaire, la géothermie, les barrages hydroélectriques et les énergies renouvelables pour répondre aux besoins des usagers. Mais on a décidé que les énergies renouvelables, on donnait ça au privé, il faisait là où il voulait et là où c'était le plus rentable pour lui. C'est ça le problème. Deuxièmement, on a tout un débat là, on va l'avoir, bon je voulais m'inscrire sur l'article 22, mais je le fais maintenant. On va avoir tout un débat sur l'énergie renouvelable, le nucléaire, etc. Pardonnez-moi, Madame la Ministre, mais enfin on a un projet de loi qui s'appelle l'évitement. Des vrais sujets. On a tout eu un débat sur agriculture, alimentation, sans jamais parler des accords de libre-échange. Et là, on va avoir tout ce débat-là, sauf qu'il y a un projet de grande EDF. Alors, je sais que c'est plus vous, c'est Bruno Le Maire maintenant qui est en charge du dossier. Et il annonce aux syndicats qu'il faut aller vite avant que le président Macron prenne la présidence de l'Union européenne. Donc, tout ce que nous allons débattre de là, nous allons le réavoir en octobre et en novembre. Et savoir, est-ce que vous allez démanteler et privatiser une partie des activités d'EDF, notamment les énergies renouvelables et la question des Enedis. Et puis pour finir en 10 secondes, moi je suis pour qu'on développe les énergies renouvelables, mais le scénario 100% RTE d'énergie renouvelable pose beaucoup de questions. L'a dit, beaucoup d'investissements dans la distribution, l'interconnexion des réseaux, et il va falloir aller plus loin. Et aujourd'hui, ce n'est pas une énergie pilotable, les énergies renouvelables, et donc beaucoup d'argent sur la recherche et développement, notamment dans l'hydrogène, pour stocker l'électricité. Allez. Donc donnons... voilà. Oui. Je vous remercie, Monsieur le Président. De rien. Vous savez, au point où on en est, je donne la TVA avec. Non, zéro problème. Monsieur Chaise. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, moi je voudrais simplement réagir à tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant et faire peut-être un clin d'œil. Réagir parce que je pense qu'effectivement on est dans un débat stérile. Chacun est sur ses positions et chacun apporte ses arguments sans forcément écouter les autres. Et je pense très sincèrement que ce qui manque aujourd'hui pour qu'on ait un débat plus serein, c'est en fait une analyse précise. Et je vais faire un parallèle, et c'est pour ça que je vais faire ce clin d'œil, avec les travaux qui ont été faits sur le numérique et notamment sur l'empreinte environnementale du numérique. Et je pense très sincèrement qu'on aurait tous à gagner à ce que les travaux soient engagés au Sénat par nos commissions sur l'empreinte environnementale des énergies renouvelables dans toute la chaîne des énergies renouvelables. Ça pourrait
Et pourquoi pas du nucléaire? Ça pourrait utilement éclairer nos débats et nous permettre de pouvoir travailler plus sereinement. Merci. Monsieur le Président Gontard. Oui, merci, Monsieur le Président. Juste pour répondre, en fait, la question, elle n'est pas anti-nucléaire, anti-éolien ou quoi que ce soit. Elle suffit d'être réaliste. On voit bien que le nucléaire coûte beaucoup trop cher et qu'on a une PPE, qu'il faut la respecter et que l'éolien est une part pour y arriver. Après, quand j'écoute vos débats, moi, c'est vrai que je suis assez étonné parce que j'ai l'impression que la droite de cet hémicycle est devenue décroissant. Et du coup, ça m'inquiète parce que je me dis qu'est-ce qui se passe, où en sommes-nous? Parce que on va parler bientôt, on va parler de la question de l'hydrogène, de déplacement électrique. On va avoir de longs débats sur ces questions-là. Mais il me semble qu'il faut du coup de l'électricité, il faut de l'énergie, donc il va falloir quand même réfléchir à comment on produit cette électricité. Et si on est réaliste, si on regarde le coût des différents moyens de produire de l'énergie, on se voit bien que l'éolien, il a sa part. Et puis, vous parlez de, je crois que c'était Fabien Gay qui disait qu'on est en train de faire, il y a une part belle au privé. Mais évidemment, et c'est ça le problème. Sauf que quand je regarde ces amendements, c'est exactement ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire que de donner la main qu'à une seule commune. Qu'est-ce que vont faire les opérateurs? Ils vont dealer entre communes, ils vont faire de la concurrence entre communes et c'est exactement ce qui s'est déjà passé. Et là où il y a des problèmes, là où on a des champs éoliens qui n'ont pas été gérés, qu'est-ce qui s'est passé? C'est des opérateurs qui sont allés voir certains conseils municipaux, qui leur ont dit vos terrains, je vous les achète tant, qui leur ont promis monts et merveilles, et voilà le résultat. Et ce que vous êtes en train de proposer, c'est encore pire de ce qui s'est passé. Donc la solution, bien sûr, qu'elle est de reprendre la main, qu'elle est d'aller vers un service public de l'énergie parce qu'on a besoin de réguler, qu'elle est bien sûr une question de planification et le fait de cartographier. Il me semble qu'on a une PPE qui est très claire, qui pose les choses. Mettons-la sur une carte. Et cette carte, on peut la développer. Il a été parlé des SCOT. Je pense qu'effectivement, ça peut être une échelle particulièrement intéressante de réfléchir à l'échelle de SCOT sur la répartition des différents moyens de production d'énergie. Et là, oui, on peut avoir une vraie concertation. Parce qu'avoir une concertation à l'échelle d'une commune, je suis désolé, un champ éolien, il a un impact bien au-delà de la simple commune. Non, pitié. Voilà. Bien. Alors, il reste Madame la rapporteure quand même pour boucler. Alors, beaucoup de choses intéressantes ont été dites et je rejoins un certain nombre de réflexions qui ont été évoquées, mais je vais rebondir sur la dernière remarque de notre collègue Guillaume Gontard lorsqu'il dit qu'à la droite de l'hémicycle, il y aurait des gens, des collègues qui seraient, je ne sais plus quelle était l'expression. Voilà. Alors moi, je crois qu'en fait, on se trompe totalement là de débat. Je ne peux pas accepter ce genre de propos. Je reviens simplement à notre amendement, le 860, que nous sommes censés voter et pour lequel on prend beaucoup plus de temps que nécessaire. Et j'ai envie de dire, en réalité, tout ce que vous dites, moi j'ai l'impression qu'en réalité, vous représentez des collègues qui sont très méfiants vis-à-vis de ceux qui sont censés représenter. Moi, je trouve ça quand même assez étonnant, puisque en réalité, cet amendement-là, ce dont il s'agit précisément, c'est tout simplement de faire des élus locaux des parties prenantes en réalité dans la décision. On n'est même pas en train de dire si on va mettre des éoliennes au nord, au sud, à droite ou à gauche. On est en train juste de pouvoir donner un petit peu plus de pouvoir aux élus locaux. Donc je pense qu'il faut remettre le débat à sa juste place. Donc moi, très simplement, Président, j'aimerais qu'on puisse voter cet amendement. Et c'est ce qu'on va faire dès que et tout vous le aurez débat conclu. qu'on a commencé à entamer, on aura d'autres occasions. Et moi, je souscris totalement à la proposition de notre collègue Patrick Chaize. Je n'ai aucun souci, il y aura d'autres occasions, il ne reste qu'un peu plus de 1200 amendements. Donc, je mets aux voix maintenant le 860 avec un avis favorable de la Commission, défavorable du gouvernement, qui est pour. Levez clairement le doigt d'un côté ou de l'autre parce que 1, 2, 3, 14, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25.
Qui est contre? Il est adopté.